Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 14 mai 2025, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, les news du mercredi sont enregistrées en réalité sur Twitch le mardi soir, donc n'hésitez pas à passer si vous en avez l'occasion. On commence par la petite news un petit peu macro, voilà, qui fait plaisir au marché. Les États-Unis vont réduire temporairement leurs droits de douane sur les produits chinois. Voilà, les tensions elles s'apaisent pendant quelques mois. On aura sûrement des rebondissements d'ici là, positifs ou négatifs, j'en sais rien, c'est pas mon domaine, mais force est de constater que ça a quand même de l'effet ce genre de news sur les marchés et entre autres sur le marché crypto. Donc bonne nouvelle pour le moment, à voir quand même comment ça va évoluer. On a les news Bitcoin maximalistes, j'aime bien titrer ça dans les chapitres sur les vidéos YouTube en général. Donc on va passer toutes les news qu'il y a autour de Bitcoin. On commence par le Bhoutan. Le Bhoutan détient 1 milliard de dollars en Bitcoin, c'est pas étonnant, hein, une mine du Bitcoin. Ensuite, on a Strategy qui continue d'accumuler encore du Bitcoin, pas de surprise. Ils remettent une cartouche à plus d'1 milliard de dollars, donc ouais, toujours aussi sur deux. Par contre, là, leur prix moyen d'acquisition, il s'approche des 70 000 dollars. Il est actuellement à 69 287 dollars par Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est à peu près au niveau de l'ATH de 2021. Bon, je dis pas que Bitcoin va forcément revenir à ce prix-là ou quoi que ce soit, mais quand même, là on n'est pas sur un petit chiffre, hein. On a une compagnie française de Blockchain Group aussi qui a levé 12,1 millions d'euros pour acheter plus de Bitcoin. Voilà, c'est un petit peu notre micro-stratégie à nous, mais vraiment micro pour le coup, hein. Forcément on se bat pas avec les mêmes moyens, on peut pas injecter des milliards toutes les semaines comme stratégie, mais écoutez, c'est quand même bien de voir ce genre d'initiative, et mine de rien, il y a de plus en plus de boîtes, alors même si pour l'instant ça reste encore assez marginal, on n'est pas non plus, on peut facilement compter le nombre de boîtes qui font ça, mais il y a de plus en plus de boîtes qui émettent de la dette, qui lèvent des fonds, voilà, qui trouvent de l'argent pour acheter du Bitcoin, et ça va un petit peu dans le sens de l'avis de Michael Saylor, le CEO de Strategy, où tout le monde va se ruer vers Bitcoin, donc autant en acheter le plus vite possible. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entités comme ça se mettre à lever, à accumuler du Bitcoin rapidement de manière assez forte, on va dire. On a la société japonaise Metaplanet, un petit peu le micro-stratégie japonais, qui a acquis 126 millions de dollars de Bitcoin supplémentaires, et ça fait maintenant de Metaplanet une boîte qui dépasse le Salvador. Ils ont plus de Bitcoin que le Salvador. Un truc qui me perturbe par rapport à Ethereum, c'est que on a une bonne remontée, une bonne remontada, mais du côté des ETF, pour l'instant il y a rien. Alors oui, c'est les ETF, c'est les institutionnels, peut-être qu'ils sont plus lents, qui prennent plus leur temps, mais j'avais passé aussi les chiffres autour des ETF sur Bitcoin récemment, et dès qu'on a eu toutes les news autour, des droits de douane et compagnie sur les États-Unis, ça s'est tout de suite apprécié du côté de Bitcoin, et il y a eu des entrées assez massives sur les ETF. Il y a eu une journée où il y avait plus de 900 millions de dollars d'entrées sur les ETF Bitcoin. En une semaine, il y a eu quelque chose comme 3 milliards et demi d'entrées. Sur Ethereum, c'est quand même un petit peu le calme plat. Là, depuis le début du mois de mai, je sais pas si on a plus de sorties, j'ai pas fait le calcul. Ah si, il y a l'air d'y avoir pour l'instant plus de sorties que d'entrées. Bon, c'est quand même léger, hein. Il n'y a pas non plus 500 milliards de sorties, hein. Bon, il n'y a pas 500 milliards de toute façon sur la market cap d'Ethereum, mais voilà, il y a eu un petit peu de sorties pour l'instant depuis le début du mois de mai. On n'est qu'à la moitié à peu près du mois, donc forcément ça va évoluer, mais pour moi il y a quelque chose qui cloche. On a Ethereum qui s'apprécie super bien d'un côté, mais l'appétit des institutionnels ne semble pas spécialement être là. On va quand même attendre les prochains jours pour voir s'il n'y a pas un peu de décalage, mais voilà, je me dis que sur Bitcoin c'est quasi instantané, il y a des entrées dès qu'il y a des bonnes nouvelles. Sur Ethereum, il y a des bonnes nouvelles, mais ça vient pas tout de suite, et quand on a ces biais de tech, voilà, dès qu'il y a une mise à jour sur Ether ou quoi que ce soit, on a trop envie d'y croire, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne news, ça va dans le bon sens. Ça avance quand même un peu mieux, je trouve, maintenant, le développement sur Ethereum. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais concrètement, quand on regarde ce qui se passe depuis 2021, on va dire, il y a eu The Merge qui est passé, ensuite, c'est pas Ethereum qui vont développer l'écosystème des Layer 2, donc sur le mainnet Ethereum, c'est mon avis de farmer, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai quand même la sensation qu'ils sont pas à fond non plus, quoi. Ils pourraient faire un peu mieux, on va dire. Après, voilà, facile à dire,
pas forcément facile à faire. Je suis pas développeur ou quoi que ce soit, donc j'ai pas idée peut-être des ressources que ça doit demander, mais quand même, hein, je trouve que Ethereum, ils se reposent un peu sur leurs acquis, on va dire. On change complètement de sujet, on a l'USDT de Tether qui atteint une offre en circulation de 150 milliards d'USDT. Ça pour le coup c'est un graphique qui est quasiment que en up only, hein, qui ne fait que monter depuis un petit moment. Il y a eu un petit creux en 2022 forcément avec le crash d'un des plus gros stablecoins à l'époque. Tous les stablecoins globalement avaient perdu en liquidité, leur quantité en circulation avait diminué. Il y a des investisseurs qui ont préféré sortir et il y a toujours eu un peu de FUD autour de l'USDT, mais voilà, ils continuent d'imprimer un max. 150 milliards, c'est assez fou. On a Coinbase qui va rejoindre le S&P 500 le 19 mai 2025 et évidemment, hein, s'ils sont ajoutés au S&P 500, c'est qu'il y a une boîte qui dégage. Je connais pas du tout la boîte, c'est une autre boîte dans le secteur financier, ça s'appelle Discover Financial Service, aucune idée de ce que c'est, mais voilà, c'est eux qui sont sortis de l'index du S&P 500 pour laisser la place à Coinbase. Donc voilà, ça montre aussi un petit peu de reconnaissance, on va dire, au domaine crypto, parce que bon, Coinbase c'est clairement une boîte crypto qui intègre le S&P 500, c'est plutôt cool. On en reparlera vite fait aussi sur la section DeFi de Coinbase, vous verrez bien. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour et pour le coup il y en a pas mal aujourd'hui. Heureusement pas trop de hacks ou quoi que ce soit, donc du côté DeFi ça va, mais du côté IRL on a encore eu une tentative d'enlèvement à Paris en pleine journée. Il y a la vidéo qui tourne, j'ai même vu une deuxième vidéo sous un autre angle, donc c'est le même mode opératoire qu'il y a eu sur non, c'était un autre enlèvement, c'était pas juste une tentative, un autre enlèvement il y a pas si longtemps où c'est des gars qui arrivent avec leur camionnette Chronopost et alors je sais pas exactement s'ils se sont fait passer pour des livreurs ou quoi cette fois-ci, mais voilà, ils enlèvent quelqu'un et ils le foutent dans la camionnette Chronopost, enfin c'est complètement fou. Cette fois-ci ça n'a pas marché, il y a quelqu'un dans la rue qui a pris un extincteur d'ailleurs, qui a couru vers les gars et qui a aidé un petit peu comme il le pouvait. Il y a toujours ces débats dans les commentaires de « Oh, il y a 10 000 personnes dans la rue, mais il y en a pas un qui est Asie, que des couilles molles dans ce pays, blablabla. » Bon, les couilles molles, je pense que c'est surtout celles qui commentent sur Twitter, et bon, j'en fais probablement partie du coup en commentant dans ma vidéo, mais je sais pas. Dans la situation, je sais pas comment j'aurais agi honnêtement, et ça fait juste chier en fait de voir ce genre d'actu et de devoir le passer dans les vidéos. Mais je fais quand même une parenthèse sur un sujet annexe, on va dire. J'ai vu le post de Tisma autour de la sécurité sur ses clés privées, donc il suggère certaines procédures de sécurité à utiliser pour des gros montants. Donc le premier que je trouve plus ou moins intéressant, la double passphrase ledger. En gros, vous pouvez avoir une phrase de 24 mots et un 25e mot secret qui vous permet de dériver du coup votre clé privée et d'avoir des clés privées secrète, on va dire, ouais, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais vous avez compris l'idée. Si vous avez pas le 25e mot, en fait, vous allez atterrir sur un portefeuille factice, on va dire, un portefeuille de vitrine, où généralement les gens qui utilisent ce genre de système, ils vont laisser 5000 balles, 10 000 balles sur le portefeuille de vitrine, comme je viens de l'appeler, et grâce au 25e mot, ils vont avoir accès à un autre portefeuille, et c'est là qu'ils vont faire le gros de leur activité. C'est pas si mal comme sécurité. Par contre, moi, ce que j'aime pas trop, c'est le multisig en dessous. Le multisig 2 sur 3, donc ça veut dire qu'il faut 2 signatures sur 3 avec des parents ou avec des tiers de confiance, etc. Pour moi, je suis partagé. Dans certains cas, en fait, le problème des procédures de sécurité, c'est surtout ça que je voulais dire. Le gros problème des procédures de sécurité, c'est qu'on peut pas faire de généralité. Il y en a pas une qui est ultime et qui est bien pour tout le monde. En fait, chaque procédure a forcément ses inconvénients. Le coup du multisig avec des parents, avec des personnes tiers, c'est que si on vous menace directement, vous allez juste appeler la personne, faire dire non t'inquiète pas, signe la transaction, il y a pas de problème. Non, j'ai pas de gun sous la tempe. Tout va bien. Vas-y. Non, t'inquiète, c'est juste je fais le ménage de printemps, j'ai juste envie de bouger tous mes fonds sur un wallet ouais, et puis ensuite faire un transfert sur Monero, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Le risque aussi du multisig comme ça, si on implique des parents, si on implique des personnes, c'est la possibilité du coup d'impliquer ces personnes dans ces problèmes. Et c'est pour ça que je suis pas hyper fan, et c'est l'inconvénient de ce genre de multisig.
multisig, c'est que on peut apporter du risque à d'autres personnes. Le truc du smart contract time locké, donc on met un délai d'une certaine temporalité, 24 heures, 48 heures avant qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se faire. C'est un inconvénient assez évident, hein, c'est que si on est pressé, c'est pas terrible. faut forcément attendre. Après il y a plein de choses qu'on peut faire. Là c'est pas écrit dans le post, mais il y en a qui sont des psychopathes et retiennent leurs phrases dans leur tête. Ça marche bien, hein, mais c'est pas Alzheimer proof comme on dit. Si vous arrive un trauma crânien ou quoi que ce soit, vous avez l'air un peu con. Voilà, il y a aucune manière de sécuriser une clé privée selon moi qui est infaillible. Il y a forcément un inconvénient à chaque manière de sécuriser ces clés privées, mais il faut trouver celle qui a les inconvénients les moins mauvais pour soi, j'ai envie de vous dire. Et voilà, il y a une multitude de choses qui existent, à chacun de se renseigner un petit peu, de voir ce qui lui convient le plus. Mais voilà, je voulais apporter un petit peu de relief, on va dire, par rapport à ça, parce que sur le papier il y a certains trucs qui peuvent être des bonnes idées, mais je me méfie quand même. Voilà, le multisig, la double passphrase, j'ai même pas dit en quoi ça pouvait être une mauvaise idée, c'est que c'est quelque chose d'assez connu, donc forcément si quelqu'un se rend compte, voilà, vos ravisseurs se rendent compte que sur vos toilettes il y a pas tant que ça et que c'est un peu suspect, voilà, ils peuvent suspecter, s'ils sont pas trop bêtes, qu'il y a peut-être une entourloupe, que c'est peut-être pas la bonne phrase ou qu'il manque un truc. Voilà, ça peut être le problème de cette phrase. Après, évidemment, là, je rentre dans des cas un petit peu, oulala, vous faites enlever ou quoi que ce soit. Ça arrive pas tous les jours non plus. On a eu quand même un hack sur la DeFi, sur la Binance Smart Chain, sur le Mobius Token ces derniers jours. Inconnu au bataillon pour ma part, donc ils sont fait drainer 2,15 millions de dollars en MBU a priori. Je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Généralement, quand on a ce genre de tokens qui se font drainer, ensuite c'est dumpé directement sur le marché et les tokens se prennent des moins 99%. On a Curve Finance, alors c'est pas sur le code de Curve Finance, ça leur était arrivé une fois d'ailleurs, il y a un petit moment. Là c'est au niveau de leur nom de domaine. Le nom de domaine curve.fi, Finance, il est hijacked. Alors comment on traduit hijack déjà en bon français? Je dirais compromis. Le nom de domaine curve.fi est compromis, donc il faut pas se rendre dessus, il faut pas interagir. Généralement sur ce genre de faille, en fait, quand vous allez sur le site qui est compromis, ça va ouvrir une transaction sur votre portefeuille et si vous la signez, vous pouvez vous faire drainer votre wallet. Bon, si vous utilisez quelque chose comme Rabi, une extension comme Pocket Universe et compagnie qui peuvent simuler vos transactions, ça devrait aller, mais voilà, dans le doute, n'allez pas sur Curve Finance. Enfin, si vous pouvez aller sur curve.finance en entier, finance, parce que a priori le nom de domaine est safe, source Curve Finance eux-mêmes. Voilà, ils ont des noms de domaine de secours, on va dire. Ça arrive assez régulièrement. Aérodrome, ils ont eu le cas plusieurs fois. Balancer aussi, je crois que ça leur est arrivé. Enfin, ça arrive de temps en temps, malheureusement, ce genre d'attaque autour des noms de domaine. Tiens, sur Twitter, on a les comptes de Mater Labs, donc ceux qui sont derrière ZK Sync et justement ZK Sync qui ont été compromis. C'est pareil, sur Twitter, ça arrive régulièrement les hacks. Sur Discord, ça doit arriver aussi régulièrement, mais j'en vois moins passer. Là, c'est un modérateur du Discord de Ledger qui s'est fait hacker son compte et du coup, le hacker essayait d'usurper l'identité du modérateur pour essayer de voler des seed phrases. Voilà, comme d'habitude, c'est vos 24 mots, 25, 12 mots, peu importe. Gardez-les pour vous, c'est le genre de truc qu'on partage pas, comme les MST. Ensuite, on enchaîne avec Lido Finance. Il y a eu un petit souci aussi du côté de Lido, mais rien de très dramatique. En gros, il y a des oracles sur Lido. Alors, je suis tombé sur un thread qui explique un petit peu ce système d'oracle et le fait qu'il y ait un des oracles qui a été compromis. Bon, pourquoi c'est pas si grave, etc. On va vraiment passer ça dans les grandes lignes. Donc en gros, ce système d'oracle, ils permettent d'apporter les données, ça gère les données autour des validateurs de Lido, c'est un composant essentiel évidemment dans le fonctionnement de Lido, sauf qu'il y a un système un petit peu comme sur les multisig, où il faut qu'il y ait au moins 5 des 9 oracles qui se mettent d'accord sur une décision. Donc forcément, si on arrive à en compromettre un,
bah on peut pas spécialement arriver à ses fins. Bref, sur ce, assez de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a eu pas mal ces derniers jours, j'en ai sélectionné que 5 parce que bah, c'est comme ça, il y a pas tant de trucs qui m'ont tapé dans l'œil. On commence par Double Up. On est encore un petit peu sur l'équilibre, hein. Ça aussi c'est un domaine sur lequel il y a pas mal d'arnaques, pas mal de choses pas très éthique, on va dire. Le domaine du casino. Double Up, c'est un casino décentralisé sur Sui. Je me rappelle, je l'avais testé au tout début et ensuite ça a vite été interdit en France. Bon, c'est pas plus mal, hein, de toute façon, je l'ai testé pour la forme. J'ai pas été éligible à l'airdrop. Si jamais vous avez interagi avec Double Up, allez voir dans le doute si vous êtes éligible à l'airdrop. On en reparlera de toute façon dans le point airdrop de la vidéo. Mais ils ont levé 4 millions de dollars. Donc on peut peut-être s'attendre à quelque chose et on voit Mysten Labs dans les investisseurs. Mysten Labs, hein, pour rappel, c'est ceux qui sont derrière la blockchain Sui. On a Turtle Club qui a réussi à lever 6,2 millions de dollars. Je sais pas comment ils ont réussi à pitcher leur truc, comment ils ont réussi à lever des sous. Je vois que dans les investisseurs, il y a Consensus, il y a quand même des gros noms. Alors Consensus, c'est pas étonnant de les voir là parce que Turtle Club, ils sont intégrés sur des écosystèmes comme Linea et compagnie. Consensus, c'est ceux qui sont derrière MetaMask, Linea. Donc il y a de la logique dans certains investisseurs, mais 6,2 millions de dollars, Turtle Club globalement, c'est un truc qui vous permet de farmer des points, quoi. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais je sais pas, j'arrive pas à voir une réelle utilité derrière Turtle Club. Peut-être que j'ai pas assez creusé le sujet et qu'ils méritent, peut-être qu'ils auraient même mérité de lever plus, mais voilà, j'ai été étonné de les voir lever des sous parce que pour moi c'est globalement juste un truc qui permet d'ajouter des points synthétiques par-dessus d'autres points déjà synthétiques. Écoutez, hein, peut-être qu'on aura une bonne surprise, hein, s'il y en a qui ont farmé autour de l'écosystème de Turtle Club, on va dire. On a Purple qui a levé 9,25 millions de dollars, c'est une plateforme de perpétuel sur Monad, donc Monad qui est toujours en testnet, hein, si je dis pas de bêtises. C'est pas le premier protocole de cet écosystème que je vois lever des fonds. Par contre, je sais, en général, c'est des levées à 1, 2, 3, peut-être 5 millions. Là, on n'est pas loin de 10 millions de dollars. C'est quand même pas mal. Il y a encore des projets sur cet écosystème qui lèvent des fonds. À surveiller, je pense, pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème de Monad. On a T-Rex Chain qui a levé 17 millions de dollars. A priori, c'est une blockchain sur la narrative de la culture et l'entertainment, le divertissement en bon français. Ok, je vois pas trop ce que ça veut dire, je me demande sur quelle narrative ils vont aller, est-ce qu'ils vont nous reparler de Metaverse? Ah, je sais pas. 17 millions de dollars, on peut en faire des choses avec ça. Et on termine avec Hive Labs, un studio de gaming Web3 qui a reçu du soutien financier de la part de Arbitrum Play. J'avais complètement oublié qu'Arbitrum, ils avaient une section gaming, hein, Arbitrum Play, hein, son nom est quand même assez parlant. J'avais complètement oublié que comme Sui et compagnie, ils essayaient de se développer un petit peu aussi sur le gaming. Je sais que je le répète souvent, mais pour l'instant, j'ai pas de jeu Web3 qui m'est particulièrement convaincu et je pense pas en voir un jour. Mais bon, je relaye quand même de temps en temps quand je vois des trucs, et là j'avais juste envie de mettre en avant que Arbitrum aussi, hein, ils essayent de s'y mettre sur le gaming, comme Sui, comme d'autres écosystèmes. Il y a même des écosystèmes qui se lancent et qui veulent être spécialisés là-dedans. Donc, je sais pas, peut-être qu'à un moment on aura une hype, on aura une phase où les projets gaming vont performer, vont être sur le devant de la scène, j'en sais rien. On a eu un peu ça en 2021, à l'époque des métavers justement, mais je sais pas, peut-être qu'on aura une nouvelle hype en 2025, qui sait. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec la Minute DeFi, et on commence cette Minute DeFi par le protocole Backed Finance. Comme son nom l'indique, ils émettent des tokens backés par du collatéral réel, donc ici, ce qui m'intéresse, c'est l'action Coinbase. A priori, ils le font déjà depuis un petit moment parce que je suis tombé sur... Enfin, j'ai cherché plutôt ce post qui date de mars 2025 parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu KyberSwap qui avait partagé un truc du style vous pouvez swapper l'action de Coinbase sur notre agrégateur, et je me suis dit il y a quelqu'un qui tokenise l'action de Coinbase. Et oui, il y a Backed du coup qui le fait depuis 2 mois, même un petit peu plus de 2 mois, sur la blockchain Base. J'ai pas été voir ce que ça donne autour des liquidités ou quoi que ce soit, j'ai pas été voir s'il y avait un mécanisme de rédemption, mais a priori
Je pense que ça doit exister. Il s'est backé en 1 pour 1 avec l'action de Coinbase, mais c'est pas un émetteur officiel ou quoi que ce soit. En regardant un peu sur leur Twitter, j'ai vu qu'il y avait aussi du S&P 500, comme on en a parlé un peu plus tôt dans les news. Forcément, ça me permet de faire de faire un petit rappel. Et ils partageaient une pool sur Avalanche a priori, avec de l'USDC, voilà, un APY élevé, mais bon, ça à tous les coups c'est une pool de liquidité concentrée et ça a été partagé il y a une semaine, donc probablement que le rendement n'est plus aussi élevé. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre d'actifs tokenisés. Voilà, moi j'aime bien les stablecoins, donc je suis vraiment pas contre le fait de tokeniser des actions, ce genre de choses. Il y en a pour qui, il y en a qui sont pas du tout pour ce genre d'actifs, mais je sais pas, moi je suis pas particulièrement dérangé par rapport à ça. Farmer une pool S&P 500 USDC, ça peut être sympathique à certains moments. On enchaîne avec AAV, il y a toujours des trucs à dire sur AAV. Alors j'en ai parlé plusieurs fois des fameux principal tokens de Pendle qui pouvaient maintenant être en collatéral sur AAV. Il y a déjà 814 millions de dollars de ce type de collatéral sur AAV, donc ça prend super bien. Voilà, AAV et Pendle, c'était la connexion évidente, j'ai envie de vous dire, de cette année 2025. AAV d'ailleurs, qui a tapé les 40 milliards de dollars de dépôt sur le protocole. Alors le dépôt, la TVL, c'est pas pareil sur les protocoles de lending. Pour calculer la TVL, en fait, il faut soustraire les emprunts. Donc 40 milliards de dépôts, mais on est sur du 20-25 milliards de TVL. On est dans ces eaux-là. Et d'ailleurs, AAV, c'est toujours le protocole numéro 1 sur la DeFi en termes de TVL. Ils ont passé Lido il y a pas si longtemps et pour l'instant, ils ont encore un petit peu d'avance sur Lido. On a l'USDC natif de Circle qui est disponible maintenant sur la blockchain Sonic. Du coup, je suppose que on va se retrouver encore une fois avec 2 versions de l'USDC sur cet écosystème. Bon, c'est toujours chiant quand ça se fait, mais bon, au fil du temps, la version native va prendre le dessus sur l'écosystème. On enchaîne avec Jupiter qui explose tout au niveau des agrégateurs, au niveau du volume des agrégateurs. D'ailleurs, je m'étais pas mis le lien. Ah non, ok, il y a le lien en dessous en commentaire. Je me permets d'ouvrir DeFi Lama pour regarder ça en détail. Donc quand on regarde les volumes cumulatifs, quand on regarde le volume sur 7 jours, le volume sur 24 heures, Jupiter explose tout. Alors là on pourrait se dire c'est les agrégateurs, voilà, peut-être que sur les écosystèmes EVM, je sais pas, il y a des bots, il y a des vieux, les gens ils utilisent tous Uniswap. Alors il y a quand même beaucoup de volume sur Uniswap. Sur 7 jours, il y a à peu près autant de volume, d'ailleurs c'est étonnant, il y a à peu près autant de volume sur Uniswap et PancakeSwap, je savais pas qu'il y avait autant de volume sur PancakeSwap, que sur l'agrégateur Jupiter. Jupiter, ils ont quand même cet avantage d'être un petit peu les seuls dans leur domaine. C'est pas le seul agrégateur qu'il y a sur Solana, mais quand même, ils ont, il y a le gros du volume qui passe chez eux. Jupiter, ils ont quand même une main assez dominante sur Solana. Et je trouve que mine de rien, on n'en parle pas assez, et pourtant je suis pas un gros supporter de l'écosystème de Solana. Mais c'est écrasant la dominance de Jupiter sur les agrégateurs. C'est 72% du volume. Alors le total, il est exprimé par rapport aux dernières 24 heures, mais si on regarde même sur une semaine ou même le volume cumulatif, alors sur le volume cumulatif, il n'est pas à 72%, mais quand même, c'est écrasant. Solana, en tout cas l'activité qu'il y a sur Solana est écrasante. Toutes les hypes passagères, très passagères, elles se passent sur Solana maintenant. Tous les mêmes coins, alors je dis tout, j'englobe, mais il y a toujours des exceptions, il y en a toujours sur Base, sur Ethereum ou quoi que ce soit. Mais voilà, le gros de cette activité, ça se passe sur Solana, ça génère quand même pas mal de volume. On a entre autres aussi le même coin de Trump, alors même s'il a été bridgé vers d'autres écosystèmes, le gros du volume c'est toujours sur Solana, toujours sur l'écosystème natif, mais quand même je trouve ça fou le volume qu'il y a sur Jupiter. Et pourtant je suis pas bullish sur l'écosystème de Solana ou quoi que ce soit, mais c'est des chiffres qui sont qui sont quand même pas mal à voir. Alors est-ce que c'est pas gonflé artificiellement d'une certaine manière? J'en sais rien, peut-être qu'il y a des transactions qui fonctionnent d'une certaine logique on va dire et qui permettent de gonfler un petit peu les chiffres. C'est pas impossible, je balance une hypothèse, j'ai aucun fondement sur ce que j'avance, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer un volume si élevé sur Jupiter, sur Solana? C'est possible, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose, parce que voilà, il y a les mêmes coins, il y a certains trucs sur Solana, il y a aussi beaucoup de volume sur Solana. Est-ce que ça suffit à faire autant de volume que ça? Je sais pas.
Mais bon, pour l'instant, c'est les chiffres que j'ai sous les yeux, c'est factuel, il y a énormément de volume, il y a beaucoup de demandes sur Solana. Je suis pas pro Solana, mais il faut pas se mettre des œillères non plus, il se passe des choses sur d'autres écosystèmes et il faut le prendre en compte quand même dans ces analyses, c'est important. Voilà. Tant qu'on parle un petit peu de l'écosystème de Solana, j'ai vu une news sur Pump.fun, ils annoncent partager 50% des revenus du protocole avec les créateurs de tokens. Je suis un peu neutre par rapport à cette news, je trouve que c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose à vrai dire, c'est un peu comme tout. En fait, moi j'aurais préféré, je sais pas exactement comment ça se passe, j'ai pas été voir sur Pump.fun ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien qu'ils laissent le choix, aux créateurs de soit réinjecter les revenus dans une pool de liquidité, soit de les garder pour eux, soit je sais pas de les distribuer d'une manière X ou Y. C'est bien quand même ce système de partage, mais ouais, je sais pas, j'aurais préféré quelque chose de plus libre, on va dire, d'avoir plus la main, plus le choix de comment on veut partager ses revenus. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On enchaîne un petit peu sur l'écosystème Optimism. On va reparler vite fait aussi de Pectra. Il y a eu la mise à jour Pectra sur Ethereum, je l'avais brièvement passé dans un DeFi Actu. Il y a un détail assez important que j'ai pas mentionné, de toute façon j'avais pas connaissance de ce détail à ce moment-là, mais du coup je me permets de me rattraper là-dessus, je me permets de mentionner ce détail. La mise à jour Pectra, elle permet entre autres de transformer son wallet en smart wallet, donc d'avoir accès à certains outils qu'on n'a pas accès avec un wallet normal, donc le fait de pouvoir payer les frais de transaction avec autre chose que de l'Ethereum, le fait de pouvoir se passer des approbations. Enfin, on s'en passe pas réellement, mais dans l'utilisation, on les voit pas passer. Pour l'instant, c'est pas faisable sur n'importe quel portefeuille. Rabby ne prend pas en compte cette mise à jour, par exemple. Peut-être que ça arrivera, mais voilà, il faut un wallet dédié. Il faut mettre à jour son portefeuille en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui est présent comme sur Aptos ou Solana, où là, c'est nativement intégré. Il faut faire une sorte de mise à jour un peu manuelle. Ça avance quand même dans le bon sens, encore une fois, sur Ethereum. Mais bah c'est tout le monde les pro Ethereum ils se titillent le pistil sur ce genre de news alors que c'est des choses qui sont déjà acquises sur d'autres écosystèmes. Oui, Ethereum il est plus vieux, il part de plus loin, etc. C'est un réseau un peu historique, il a ses avantages, ses inconvénients, mais sur ces points-là, même si ça avance dans le bon sens, je peux juste pas nier le fait que ça existe sur d'autres écosystèmes, que c'est natif sur d'autres écosystèmes, et voilà, y a pas non plus de quoi s'enflammer sur ce genre de news. C'est cool, mais calmez-vous. Du coup, Pectra, c'est arrivé sur Ethereum. Naturellement, ça se déploie petit à petit sur les Layer 2. C'est déjà dispo sur Optimism et certaines blockchains de la Superchain. On enchaîne avec l'écosystème d'Hyperliquid. J'ai quelques trucs à dire sur cet écosystème en positif pour une fois. En vrai, j'en pense pas tant de mal que ça de l'écosystème d'Hyperliquid. J'ai juste tendance à dissocier le produit et le token hype. Et ça, il y a pas mal de gens qui ne le font pas. Malheureusement, le token hype, ça n'a rien à voir avec le produit. Et j'en parlerai pas plus pour l'instant, mais il y a un truc intéressant à dire autour de ce débat, et je le dis dans le prochain journal DeFi. Voilà, je vous spoil pas, mais j'ai eu un propos assez intéressant sur le sujet. Bref, HyperSwap, du coup, le DEX principal sur la blockchain d'Hyperliquid a atteint 1 milliard de volume. Je sais pas depuis combien de temps c'est lancé, mais mine de rien, il y a pas mal d'activités sur l'écosystème d'Hyperliquid et sur leur layer 1. On a eu le listing de l'USDT0 sur Hyperlend. J'ai pas été voir en détail s'il y avait des stratégies sympathiques à faire sur le protocole de lending, mais pourquoi pas, c'est cool qu'on puisse emprunter du stablecoin. Tiens, un autre truc aussi, mea culpa par rapport à Hyperliquid, je rabâchais sans cesse ces derniers temps que Hyperliquid avait atteint son plafond de verre, et j'épinglais notamment les Open Interest et compagnie. Et ben voilà, nouvel ATH sur les Open Interest, 5,6 milliards de dollars. Les Open Interest, globalement, c'est les positions ouvertes sur Hyperliquid. Et contrairement à Vest Exchange et compagnie, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de choses avec des effets de levier x100, x1000 de listés. Donc là,
il n'y a pas quelque chose qui a pu booster en particulier les open interest, à part probablement la spéculation sur une future saison, sur un futur airdrop d'Hyperliquid, évidemment. Mais bon, ça c'est commun à tout l'écosystème d'Hyperliquid. Autour d'Hyperliquid, j'ai vu un post assez intéressant. Alors, c'est une baleine de token hype qui a une position short sur le token hype, mais à côté, elle détient 6 millions, elle hold encore 6 millions de tokens hype. C'est aussi une baleine qui a vendu des tokens hype, donc il y a quelqu'un qui a fait toute une analyse hyper détaillée, hyper clean, hyper propre sur cette baleine. Voilà, on va pas rentrer en détail sur tous les éléments. Ce qui m'intéresse juste, c'est pourquoi est-ce que cette personne short le token hype alors qu'elle en a encore en portefeuille. Ce genre de stratégie, ça s'appelle des hedges, et je me suis jamais posé pour essayer de mettre en place, essayer de comprendre ce genre de stratégie. Et tout à l'heure, en préparant les news, je me suis dit, mais en fait, c'est pas con quand on a des fundings positifs sur un token. Vous avez 1000 tokens hype, par exemple, et vous voulez vous délaisser de la moitié des tokens hype. Au lieu de les vendre tout de suite, alors il faut avoir des liquidités de côté pour se hedger, parce que si vous voulez shorter hype, si vous voulez shorter un token, forcément il vous faut des liquidités. Donc voilà, vous avez 1000 tokens hype, mais vous avez aussi l'équivalent en stablecoin de 500 tokens hype pour pouvoir le shorter. Donc admettons que vous fassiez ça sur une semaine, un mois, peu importe, c'est vous qui voyez. Donc au lieu de vendre les 500 tokens hype que vous voulez vendre, vous allez shorter 500 tokens hype. Pourquoi faire ça? En fait, vous allez immobiliser entre guillemets votre vente. Si vous vendez tout de suite, c'est 26$. Donc dans tous les cas, avec ce hedge, vous allez vendre au prix actuel. Donc que vous vendiez actuellement ou dans un mois, ça changera pas grand chose. Donc si vous faites un hedge, vous allez shorter 500 tokens hype. D'ici là, d'ici un mois, d'ici une semaine, le hype, son prix va bouger. Mais qu'il soit à la hausse, qu'il soit à la baisse, qu'il soit à l'équilibre, ça va rien changer. Parce que vous avez une position short, mais vous avez toujours dans votre portefeuille les 500 tokens que vous aviez prévu de vendre. Donc ça va s'équilibrer, un petit peu comme sur une stratégie en delta neutre. Donc, admettons qu'au bout d'un mois, Hyperliquid, il est pris plus 50%. Votre short, il va être dans le rouge. Donc on peut se dire sur le papier, mauvaise idée. Mais non, vous avez toujours les 500 tokens hype. Donc si à ce moment-là, après un mois, vous les vendez, la position s'équilibre. Alors oui, c'est chiant, parce que vous allez vendre les tokens à 35$ par exemple. Non, j'ai dit plus 50%, donc ça donnerait 40$. On va arrondir à 40$. Ça va vous faire chier sur le moment, parce que vous avez immobilisé, entre guillemets, avec cette stratégie, le prix du hype à 26$. Mais il faut voir quand même le spectre entier de cette stratégie, c'est que à l'inverse, si le token d'Hyperliquid avait été à la baisse, si voilà, il avait pris un moins 50%, donc s'il serait à 12$ et des poussières, et ben là, forcément, votre short va vous donner du positif, mais quand vous allez vendre les 500 tokens hype qui va vous rester, ils vaudront moins qu'au début. Donc ça s'équilibre. Dans tous les cas, vous allez valider, vous allez figer un prix auquel vous allez vendre. Bon, ok. En quoi c'est intéressant? Je fixe un prix de vente aujourd'hui. Là, le token d'Hyperliquid, il est à 25-26$. Ça me sert à quoi d'immobiliser en quelque sorte ce prix de vente? Actuellement, on a des fundings sur le token hype. Il y a 36% APR. À shorter le token hype. Donc vous voyez l'idée? En fait, si vous êtes à l'aise avec le fait de délester une partie d'une de vos positions à tel prix, et que vous pouvez être payé pour ça, ça peut être intéressant. C'est pas forcément le genre de stratégie qui va intéresser les petits investisseurs, mais j'avais jamais pensé à cet outil-là. Ça peut être intéressant. Sur Ethereum en ce moment, voilà, par exemple, j'ai de l'Ether dans mon portefeuille. Et ça c'est un petit peu du delta neutre, mais en fait c'est une version arrangée, on va dire, du delta neutre, parce que là ça se fait pas avec du stablecoin, ça se fait quand même en partie avec des stablecoins parce qu'il faut pouvoir le shorter, mais typiquement j'ai de l'Ether sur mon portefeuille, j'en ai à peu près pour 2000$, et ben si j'ai envie de m'en séparer de la moitié, et que je suis à l'aise avec le prix d'aujourd'hui, avec 2600$, et que je sais pas trop ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, et ben je peux mettre en place ce genre de hedge. Pour l'instant, l'avantage, c'est que j'ai des fundings positifs, donc je suis payé à shorter Ethereum. C'est pas comme Hyperliquid, là on n'a pas des fundings à 30% ou plus, on est à 11% annualisé. Mais c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais voilà, tout à l'heure j'ai eu le déclic, je me suis dit j'avais jamais pensé à cette stratégie, j'avais jamais vu ça sous cet angle,
Et voilà, du coup ça m'est venu quand je suis tombé sur le post du coup d'une baleine qui faisait ce genre de hedge sur Hyperliquid. Alors peut-être qu'après je suis con, que ça peut avoir d'autres intérêts, que c'est pas juste le fait de manger sur les fundings, mais je vois pas dans quel monde ce hedge il peut être intéressant s'il y a pas de funding. Pour moi il y a forcément les fundings qui rentrent dans l'équation. Si les fundings sont dans le négatif, si on paye des frais à tenir le short, c'est pas intéressant du tout. Autant vendre dans ce cas-là. Sur ce, on enchaîne avec le point airdrop. C'est pas un point airdrop hyper fourni, hein. On n'a pas grand chose, on va terminer assez vite la vidéo, de toute façon j'ai déjà bien parlé. Donc on commence par Double Up, j'en ai parlé au niveau des levées de fonds, l'airdrop est tombé, je vous mettrai le lien du site dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. A priori, d'après 0x CryptoCook, qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour être éligible? Alors il faut avoir acheté, des tokens sur la presale, participer à la campagne pré-TGE, donc avoir accumulé des points. Globalement c'est un casino, donc il fallait faire du gambling, ce genre de choses. Les utilisateurs historiques, les détenteurs de NFT Citizen et les partenaires avec d'autres projets. Alors pour ma part, hein, j'ai eu l'airdrop de Bluefin, de Suiland, de Bucket, je crois. Non, je crois pas. Suiplay, j'ai précommandé le Suiplay sur un portefeuille, j'ai rien eu. Pignatabot, ça me dit rien. Rinoco, Studio Mirai, il me semble que ils ont une collection de NFT eux. Pareil, je suis pas exposé à ces projets-là, mais voilà, Bluefin, Suiland, Bucket, Suiplay, non, j'ai rien eu pour ma part. Mais voilà, si vous avez interagi sur l'écosystème de Sui, ça coûte quand même rien d'aller vérifier si vous êtes éligible, voilà, juste connecter un petit portefeuille, on ne sait jamais. Ensuite, on a Resolve Foundation, petit rappel par rapport à l'airdrop de Resolve, c'est un petit peu pupute, mais il faut s'enregistrer pour l'airdrop. Alors, des fois on a un mois pour le faire, c'est large, là on a qu'une seule semaine pour le faire, on a jusqu'au 16 mai, donc ne tardez pas trop, il reste encore quelques jours, voire même quelques heures. Allez vous enregistrer, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et en parlant de Resolve, la saison 2 a déjà commencé, donc voilà, l'airdrop est même pas encore là, mais vous en faites pas, il y a déjà des points pour la saison 2, surtout qu'à priori il y a que 5% de la supply qui sera allouée à cet airdrop, enfin à cette saison 2, par contre ça c'est cool, ils sont transparents, ils ont donné les dates, ça va être du 9 mai au 9 septembre, donc ça va durer 4 mois si je dis pas de bêtises, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, 4 mois. Donc plutôt expéditif comme saison 2, mais bon après c'est 5% de la supply, c'est pas une énorme quantité, et ils indiquent qu'il y a minimum 4% qui va être airdroppé aux participants. Ça veut dire qu'il y a 1% qui peut être airdroppé à je sais pas qui. Ouais, on regardera ça plus attentivement quand on aura plus de news sur Resolve. Il y a une snapshot qui a été prise du côté de DeFi Tuna, j'ai un peu les boules parce que je l'ai pas utilisé sur le portefeuille de la chaîne YouTube, j'ai juste eu le temps de tester le truc dans mon coin, mais j'ai à peine testé, donc au mieux si je suis éligible ce sera des cacahuètes, mais DeFi Tuna, j'en avais parlé dans une potentielle stratégie delta neutre qu'on pouvait faire sur Fartcoin par exemple. C'est un protocole un petit peu comme Extra Finance mais sur la blockchain Solana, donc moi j'aime bien ce genre de protocole, mais dommage j'ai pas eu le temps de mettre un petit peu les mains dedans. J'ai l'impression que ça s'est lancé super récemment, quand je regarde leur post il me semble que ouais c'est si on a interagi sur le protocole entre le 14 décembre 2024 et le 10 mai 2025, donc 5 mois mine de rien, c'est pas tant que ça. Alors d'un côté, hein, je me plains souvent quand il y a des projets qui repoussent éternellement comme ça les dates pour airdropper, pour faire des snapshots et compagnie, et quand ça va vite, je suis pas content. Il y a toujours un entre-deux, c'est toujours difficile de trouver l'entre-deux, mais il y a clairement des projets qui vont trop vite, des projets qui vont pas assez vite. Ouais, je sais pas, j'ai quand même la sensation que ça allait vite. Après, c'est parce que j'ai découvert le protocole il y a pas longtemps. Si je l'avais découvert il y a quelques mois, j'aurais sûrement dit quelque chose d'autre, mais voilà. Dommage, j'ai pas eu le temps de creuser un peu plus, j'ai pas eu le temps de m'intéresser plus au protocole. Mais pour ceux qui auraient interagi avec DeFi Tuna, il y a une snapshot qui a été prise, le TGE approche, mais il n'y a pas encore de checker, il n'y a pas encore plus de news autour de l'airdrop, on en reparlera, ça c'est sûr. On termine la vidéo du jour avec deux mèmes du jour. On a Bitcoin qui repasse à 100 000 $, et on a Tom Benoît qui dit des choses positives sur Bitcoin. Alors Tom Benoît, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est pro-or, et il nous raconte il nous parle des ETF sur Bitcoin, que voilà, c'est un type d'investissement qui est peut-être plus adapté pour certains profils, et honnêtement, j'ai eu la curiosité morbide de regarder la vidéo.
Bah pour un détracteur du Bitcoin il y a encore quelques mois, honnêtement, ça c'est le genre de retournement de veste qu'on veut voir plus souvent. Il dit pas non plus all-in Bitcoin, achetez-en, mais il dit des choses positives et je trouve ça fou qu'on ait ce genre de retournement de veste. On a aussi Peter Schiff du côté des États-Unis hein, qui pareil se retourne un petit peu sur ses opinions. Voilà, mine de rien, Bitcoin quand on commence à creuser, il y a pas mal de gens qui finissent par être matrixé par le truc. Il y a quand même quelque chose avec Bitcoin. Il faut qu'on en parle de tout ça. Bref, deuxième mème, Asher nous a fait une session farming il y a pas longtemps et j'ai zappé un petit peu la vidéo YouTube et au début je le vois swapper sur Aerodrome et du coup je pouvais pas m'empêcher de mettre un commentaire. Non, arrête, utilise un agrégateur pour swapper Asher s'il te plaît. Non, ne fais pas ça Asher. Et il me dit surtout pas il faut farm. Voilà, c'est le même, c'est ça qui est drôle. Qu'est-ce qu'on farm en faisant un swap sur Aerodrome ? Je sais pas, mais Asher dit qu'il faut farm, donc faites tous vos swaps sur Aerodrome, on oublie tout, Jumper et compagnie, c'est de la pacotille, il faut farmer. Non, plus sérieusement, je prends ce truc pour dire que farmer c'est bien, chercher des bons rendements c'est bien, mais il y a toujours un équilibre à trouver. À chercher trop souvent des bons rendements, on va bouger trop ses liquidités et on va se perdre, on va aussi perdre dans les frais de transaction et compagnie, c'est pas toujours une bonne idée. Parfois c'est pas forcément avantageux de toujours bouger ses liquidités, bah pareil pour farmer. Hein, parfois ça sert à rien de faire un swap supplémentaire, de faire une action supplémentaire sur un protocole ou d'aller farmer des points en plus pour un protocole parce que on connaît les systèmes à points, en général il y a un minimum, hein, si vous n'avez pas assez de points vous serez même pas éligible. Donc à quoi bon faire une transaction de plus ou de moins? Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!